Dans ce TD de bac, on nous expliquait le mécanisme utilisé par l'essuie-glace et dans la première question, on nous demandait de faire une ébauche du schéma cinématique de ce mécanisme. Et pour cela, on pouvait s'aider des indications données par la description du mécanisme qui est ici, et des documents techniques qui sont sur ces pages-là. Voilà. Donc on va commencer par répondre à cette question. Du coup, on nous explique que nous avons un motoréducteur. Donc le motoréducteur, hein, c'est le dispositif qui est ici, là, moteur 3, motoréducteur 3 qui est ici. Et ce moteur va entraîner en rotation la bielle excentrique 4. Et du coup, la bielle excentrique 4, c'est la petite pièce qui est ici. C'est cette pièce-là. Et en fait, la rotation se fait par rapport à ce point-là, ici. Et du coup, c'est un mouvement de rotation continu. C'est-à-dire que la bielle va tout le temps tourner en continu. Donc cette bielle-là, elle est ici, là. Euh, et puis, voilà, bon, bref, elle est sûrement ailleurs. Et du coup, euh, mais bon, on la voit moins bien sur les autres vues. Et du coup, cette bielle numéro 4, on nous dit qu'elle est en liaison complète avec le moteur réducteur. Donc la bielle 4, en liaison complète, elle est dessinée ici sur le schéma cinématique. Voilà, ça c'est notre bielle 4, qui est en sortie du moteur réducteur. Et du coup, ensuite, on nous dit qu'il y a une bielle supérieure 6, donc un autre système, la bielle 6. Donc ce bras-là, enfin cette bielle-là, qui est là, voilà. Est-ce qu'on la voit ailleurs? Oui, pas très bien, mais elle est là aussi. Donc cette bielle 6, elle est aussi derrière, là, on la voit, elle est là. Elle est derrière ici. C'est cette petite pièce-là qui passe derrière. Eh bien, elle est reliée à la bielle 4 par une liaison rotule. Donc en fait, la liaison rotule, du coup, hein, elle est là. Ici, on a notre bielle 6. Et du coup, ça, ici, on voit la liaison rotule. Et c'est celle c'est la rotule 19. Et on nous dit qu'il y en a deux, parce que cette bielle 6, elle est également reliée via une liaison rotule au grand levier 7. Le grand levier 7, qui est cette pièce-là, derrière, là, cette pièce ici. Et donc les deux liaisons, il y en a une ici et une ici. Hein, ici, ce sont nos deux liaisons rotules qu'on a là et là. Et du coup, ce grand levier 7, on le voit aussi ici, là. Là, c'est cette pièce-là, avec nos deux liaisons rotules, ici et ici. Voilà, donc du coup, notre levier 7, c'est celui-là. Il est là. Voilà. Et puis on nous dit que ce grand levier 7 est en liaison pivot avec le châssis numéro 1. C'est-à-dire que je vais avoir ici ma liaison pivot avec le châssis. Et cette liaison pivot avec le châssis, on la voit, alors on la voit ici, c'est celle-ci. Ça c'est la liaison pivot avec le châssis, et le châssis c'est cette pièce-là. C'est tout ça. Voilà, tout ça, tout ça et tout ça. Voilà, tout ça c'est le châssis 1. Et du coup, ce châssis, on le voit aussi ici. Là, on a notre liaison pivot qui est ici. Et du coup, tout ça, avec le moteur réducteur, etc., tout ça, c'est le châssis. Voilà, et ça continue ici.
ça continue ici. Et bien sûr, on l'a aussi ici, hein. Voilà. Donc le châssis, lui, il bouge pas. Il est fixe. Et du coup, on nous dit que on a monté le bras d'essuie-glace conducteur 8, 9 et 17, c'est-à-dire cette pièce-là, tout ça. Donc tout ça, hein, tout ça, c'est également relié en liaison pivot sur notre châssis. Et la liaison pivot, encore une fois, c'est la même qu'on a décrite précédemment, c'est celle-ci. Et donc c'est tout ça, la pièce là, toute cette partie, voilà, qui est en liaison pivot, avec l'axe d'articulation. Et en fait, tout ça, c'est 8 plus 9 plus 17, c'est-à-dire que là, ça c'est 8, c'est une classe d'équivalence, hein, ça c'est 9, et ça c'est le balai 17. Voilà, donc après, continuons l'explication. Alors ici, j'aurais pu le dessiner en rouge, il est là. Voilà, et puis ici, on le voit aussi, sur cette vue-là, on le voit là, hein, c'est tout ce solide-là, cette classe d'équivalence-là. Ensuite, on nous dit sur le grand levier 7, donc le grand levier 7, c'est la pièce marron ici, hein, euh, est articulée la bielle inférieure 10. Donc la bielle inférieure 10, on la voit ici, par l'intermédiaire d'une rotule. Je vais pousser un petit peu ça, mettre ça ici, voilà. Donc par l'intermédiaire d'une rotule, je vais prendre cette couleur pour changer. Du coup, on a notre rotule qui est ici. Enfin, tout ça, c'est la liaison rotule. Et ici, on a notre bielle inférieure 10. Et la bielle inférieure 10, c'est cette petite pièce-là, celle-ci, qui est en articulation rotule ici. Ça, c'est notre rotule que l'on voit ici. Et donc cette pièce-là, on la voit aussi ici. Voilà, avec la rotule qui est là. Bon, sur cette vue, c'est pas évident si elle est là. On la voit là. Elle est en bas. Voilà. Ok. Par l'intermédiaire de la rotule 19, la bielle inférieure 10, donc ce solide-là, cette bielle-là, est aussi reliée au petit levier 11. Donc c'est à partir de là qu'il faut continuer à faire le schéma cinématique à l'aide d'une autre rotule. Donc ça veut dire que on va avoir ici une liaison rotule avec une autre pièce. Et du coup, la fameuse autre pièce, c'est cette pièce ici, là. Alors on la voit ici. Elle est là. C'est cette pièce-là, la pièce 11. Donc qui est en liaison rotule ici, à ce point-là. Et donc je vais avoir une liaison rotule ici avec le, le- la pièce, le petit levier 11. Donc ça, c'est mon petit levier 11. Voilà, qui est ici. Et en fait, il est derrière le 12 ici. Ensuite, voilà. Ensuite, le mouvement est ainsi transmis à la bielle de commande 12 en liaison complète avec le petit levier 11. C'est-à-dire que la bielle de commande 12, qui est ici, je vais la mettre de la même couleur parce qu'ils sont en liaison complète, eh bien elle est en liaison avec la 11. Donc je peux faire éventuellement, je peux mettre 11 plus 12 vu qu'ils sont en liaison complète. Ici, c'est une classe d'équivalence, hein, 11 et 12. Ou alors je pourrais dessiner une autre pièce avec une liaison encastrement. Donc là j'ai 11 et 12. Ok.
est-ce que j'en étais? Ici, donc la pièce 12 avec le levier 11. Et en fait, ça, c'est en liaison pivot avec le châssis 1. C'est-à-dire que ici, je vais avoir une liaison pivot avec le châssis. Je peux le remettre en vert éventuellement, le châssis. Donc là, je vais avoir une liaison pivot, hop, avec le châssis. Et cette liaison pivot avec le châssis, avec la pièce 11 et 12, elle est là. Le châssis, il est vert. Ça, c'est notre fameuse liaison pivot avec le châssis, via un axe d'articulation 20. Ensuite, le bras de l'essuie-glace passager, 13, 14, etc. Donc, toute cette pièce-là, tout ça, tout ça, tout cet ensemble-là qu'on voit ébauché ici, là, voilà, tout ça, on nous dit que c'est entraîné par la bielle 12, donc cette enliaison pivot. Et c'est guidé par la bielle 15. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir ma bielle 11 ici, qui va venir guider en liaison pivot Ah non, j'ai sauté la bielle 15, pardon. Oui, je me disais, il y a un truc. En fait, j'ai oublié cette phrase-là. Ok, donc je recommence. La bielle 15 est en liaison pivot avec le châssis 1. Donc ça veut dire que j'ai une bielle, ma bielle 15. Alors la bielle 15, sur le schéma, elle est là. Voilà, c'est la grosse pièce qui est là, celle-ci. Donc celle-ci est également en liaison pivot avec le châssis. Donc c'est-à-dire que j'ai une autre liaison pivot ici, avec le châssis. Et j'aurais pu le faire en vert pour garder les mêmes couleurs. Et du coup, là, je vais avoir ma bielle 15. Voilà. Via un axe d'articulation 20, donc c'est les mêmes axes. Donc en fait, ces deux liaisons pivots représentent celle-ci, ici et celle-ci. Voilà. Et ces deux liaisons pivots, du coup, ces deux bras-là vont rejoindre le bras d'essuie-glace, donc vont rejoindre toute cette pièce-là, à travers deux liaisons. On va en avoir une, on va en avoir une ici, et on va en avoir une ici. Et ces deux liaisons sont des liaisons pivots. Donc je vais en avoir une ici, et ça va rejoindre l'ensemble de mon essuie-glace. Et je vais avoir une autre liaison sur ma rotule, donc cette autre liaison-là qui va être ici. Et ça, je vais rejoindre ma bielle ici. Voilà, donc le bras d'essuie-glace, c'est-à-dire tout ça, il est entraîné par la bielle de commande 12, donc cette partie-là, par une liaison pivot qui est ici, et il est guidé par la bielle 15 qui est ici, qui est également en liaison pivot. Et c'est donc tout ce mécanisme qui va nous permettre de faire le mouvement dit d'extension, qui est un mouvement particulier qui permet d'explorer entre guillemets le pare-brise avec le plus de manière optimisée. Dans la partie suivante, on nous donne la structure, le mécanisme de la structure qu'on a étudié précédemment à l'aide du schéma cinématique. Et du coup, l'objectif ici, c'est de déterminer les débattements pour vérifier que, donc le débattement du balayage pour vérifier qu'il correspond au cahier des charges. Donc on a deux angles de balayage à mesurer. Ça, c'est l'objectif des questions 4 et 5, mais avant cela, on nous demande d'étudier un petit peu les différentes trajectoires. Donc dans la question 2, ici, on nous demande de déterminer ce qu'est la trajectoire du point A, élément du solide 4 par rapport à 1. Donc le point A, élément du solide 4, c'est le point A qui est ici, qui est élément
de la bielle excentrique qui est ici, qui pivote autour du point O1. Et du coup, eh bien, on va avoir ici un cercle de centre O1 et de rayon O1A. Donc la trajectoire du point A, élément du solide 4 par rapport à 1, ça va être un cercle de centre O1 et de rayon O1A. Ensuite, la trajectoire du point B, élément du grand levier 7 par rapport à 1. Le point B est ici. Le grand levier 7, c'est cette partie-là qui pivote autour de l'axe O2. Et donc la trajectoire du point B, élément du levier 7 par rapport à 1, c'est pareil, ça va être un cercle, mais cette fois-ci de centre O2 et de rayon O2B. Et la trajectoire du point C, qui appartient à ce même solide là, le levier 7, eh bien ça sera également un cercle. Donc cette fois-ci c'est le point C, élément de 7 par rapport à 1. Donc on va avoir un cercle, toujours de centre O2 et de rayon O2C cette fois-ci. Voilà, et le dernier, c'est la trajectoire du point D, élément de la bielle de commande 12. Donc c'est ce solide-là, par rapport au châssis 1. Et du coup, cette trajectoire, ça va être un cercle de centre O3 cette fois-ci, hein, et de rayon O3D. Donc la trajectoire du point D appartenant au solide 12 par rapport au châssis 1, ça va être un cercle de centre O3 et de rayon O3D. Donc voilà pour les différentes trajectoires. Et puis on nous demandait de tracer les trajectoires ensuite. Donc pour tracer les trajectoires, c'est pas compliqué, hein, il suffit de prendre son compas et de tracer les différentes trajectoires des cercles. Donc là, il faut pointer en O1. Une fois qu'on a pointé en O1, avec son compas, on va chercher la distance O1A et on trace le cercle. Après, pareil, on vient pointer en O2, on vient chercher la distance O2B, on trace le cercle, ça nous donnera la trajectoire, etc. Donc si vous faites ça, vous devriez obtenir le résultat suivant. Voilà, normalement vous obtenez ces trois cercles-là. Donc ici, ça, ce cercle-là, c'est la trajectoire du point D appartenant au solide 12 par rapport à 1. Ça, c'est la trajectoire du point C appartenant au solide 7 par rapport à 1. Et du coup, c'est aussi la trajectoire. Alors, si vous le faites au compas, peut-être vous allez voir que c'est un petit peu décalé entre la trajectoire du point C et point B. Bon, là, sur l'ordinateur, c'est un peu compliqué à faire, mais peut-être vous verrez que c'est un petit peu décalé. Mais on va les confondre là. Donc, c'est la trajectoire du point B appartenant au solide 7 par rapport à 1. Et là, ça, c'est la trajectoire du point A appartenant au solide 4 par rapport à 1. Donc voilà, ça c'était pour nos premières questions. Ensuite, bon, je vais effacer ça aussi, on n'en a plus besoin. Ensuite, dans la question suivante, on nous demande d'analyser l'évolution de la distance O1B. Alors, la distance O1B, elle va suivre le cercle qui est ici, c'est-à-dire que si je trace la distance entre ça et le point B qui est ici, dans cette configuration, et bien lorsque le point A va entrer en rotation, ici, ça va suivre le cercle. Donc en fait, cette distance va évoluer comme ça. Voilà. Après, l'idée maintenant, c'est de trouver les deux positions maximales et minimales du point B et du point A. Donc la position minimale, c'est lorsque la pièce 4 ici est complètement vers la gauche ici. Et donc le point A minimal, la position minimale du point A, elle serait ici. Ça,
c'est la position minimale du point A. Parce que c'est lorsque la pièce 4, ici, va être complètement à gauche, que je vais être en position minimale sur mon point B. Et puis le maximum, c'est l'inverse, c'est quand la pièce 4 va être complètement à droite. Donc lorsque le point A va être ici. Donc ça, c'est la position A max. Et donc, une fois que j'ai la position minimale et maximale de A, eh bien, si je souhaite déterminer les positions minimales et maximales de B, eh bien, en fait, il faut que je prenne mon compas, que je vienne positionner le point sur le A minimum ici, et que je prenne la distance AB ici, avec mon compas. Je viens mettre ma pointe ici, voilà, et je viens trouver en fait je viens du coup faire un arc de cercle ici pour venir trouver la position qui correspondra à la position minimale de B. Et du coup, donc là, il faut faire un cercle, tracer le cercle comme ça. Et du coup, si vous faites ça, vous trouvez que votre compas, donc en pointant ici et en prenant la longueur AB ici, hein, vous trouvez que vous allez couper ici à peu près. On coupe là, voilà. Et du coup, cette position-là, eh bien cette position-là, c'est la position B min. C'est-à-dire que c'est la position du point B lorsque le point A est ici. Et puis pour trouver la position A max, c'est le même système. Il faut toujours prendre son compas, prendre cette longueur-là, la longueur AB qui ne change pas, hein, qui est fixe, pointer sur le point A max et venir couper ici. Et si vous faites ça, vous venez couper à peu près là. Et du coup, cette position-là, ici, c'est la position B max qui correspond à la position de la pièce du point B lorsque le point A est en position A max ici. Et du coup, dans la question 4, eh bien, on nous demande de mesurer l'angle de débattement. Donc pour trouver l'angle de débattement, eh bien, il suffit de venir mesurer l'écart que l'on a enfin l'angle que l'on a entre la position du point O2 B min et O2 B max. Voilà, il faut venir mesurer cet angle-là. Et si vous mesurez cet angle-là, vous mesurez l'angle delta θ7 par rapport à 1. Et si vous mesurez ça, vous trouvez à peu près 85 degrés. Donc on a un débattement d'environ 85 degrés pour ça. Maintenant, dans la suite, il faut faire le même raisonnement, mais pour trouver l'angle de débattement du point D ici. Donc la première chose à faire, c'est de trouver les positions maximales et minimales du point C. Et une fois qu'on aura les positions minimales et maximales du point C, eh bien on pourra trouver les positions minimales et maximales du point D, qui va varier sur ce cercle-là. Donc pour trouver les positions minimales et maximales du point C, eh bien c'est pareil, il faut venir pointer en A, prendre... non, pas pointer en A, pardon. En fait, il faut venir plutôt prendre son compas, pointer en B ici, et prendre la longueur BC qui est ici. Donc cette longueur-là. Et une fois que vous avez cette longueur-là, eh bien, il faut venir se positionner sur le point. Alors, le point B min, qui est ici, et prendre son compas et venir couper ce cercle-là. Et si vous faites ça, vous venez couper ici. À peu près, ça vient couper ici. Et ça, du coup, ça vous donne le point C min. Et puis, de la même manière, après, toujours en gardant la longueur qui est celle-ci, avec son compas, on vient pointer sur B max ici, et on vient couper le cercle. Et en coupant le cercle, on trouve une position qui est à peu près ici. Et ça nous donne C max. Une fois qu'on a C min et C max, on va pouvoir trouver la position du point D maximale et minimale. Donc pour faire ça, cette fois-ci, il faut prendre son compas, prendre la distance CD, qui est ici, venir se positionner au point C min, et avec le compas, venir couper le cercle, ce cercle rouge là, donc la trajectoire de D de 12 par rapport à 1. Et si vous faites ça, vous coupez à peu près là.
Et du coup, ce point-là, ça nous donne le point Dmin, des minimums. Et pour trouver le point Dmax, il faut venir pointer sur ces max, toujours garder cette longueur-là, donc la longueur CD hein, qui ne change pas, et venir couper le cercle ici. Et si vous faites ça, vous coupez à peu près ici. Et du coup, là, ça vous donne le point Dmax. Et une fois qu'on a les points Dmin et Dmax, et bien pour trouver les angles, encore une fois, il suffit de mesurer avec le rapporteur cet angle-là. Et là, si vous faites cette mesure, vous allez trouver l'angle delta θ de 12 par rapport à 1, c'est-à-dire cet angle-là. Et si vous faites ça, vous mesurez à peu près 89 degrés. À peu près 89 degrés. Voilà, donc ici on a un angle d'à peu près 89 degrés et ici on a un angle d'à peu près 85 degrés. Alors ensuite, on nous dit qu'on a fait une étude informatique du débattement qu'on a étudié précédemment et on obtient le résultat qui est donné sur cette courbe-là. Et à la question 6, on nous demande d'aller relever les débattements maximum des deux pièces 7 et 12. Et donc on relève ici à peu près 86 degrés. Donc ça, c'est pour la bielle de commande. Donc c'est la 12 de mémoire. Bielle de commande, je crois que c'est la 12. Et le grand levier, c'est le 7. Et le grand levier, il est là. Et on relève ici 82 degrés à peu près pour le grand levier. Ensuite, la question 7, on nous demande donc on nous donne la vision du pare-brise avec les différentes zones qui correspondent aux normes qui sont décrites dans le sujet. Donc l'idée en fait c'est de vérifier que les zones sont bien remplies à un certain pourcentage pour vérifier que les normes sont respectées. Et on nous demande de tracer les trajectoires du point G qui appartient au solide 17. Donc le solide 17 c'est tout ce solide là. En fonction de 1. Donc là, le point G, alors ici on a la position minimale du point G. Ce point-là effectue un mouvement de rotation par rapport au point O2. Donc là, en fait, on va avoir un cercle, donc il faut prendre son compas, prendre la distance O2 G min ici, et tracer le cercle de centre O2 et de rayon O2 G min. Du coup, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est la trajectoire du point G appartenant au solide 17 par rapport à 1. Et il faut faire de même avec le point H. Donc il faut pointer au point O2 avec son compas, prendre cette distance-là et tracer le cercle de centre O2 et de rayon H. Et du coup, si on fait ça, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Voilà à peu près. Et ensuite, donc ça c'était pour la question 7, et ensuite pour la question 8, il faut trouver les limites du balai ici. Donc là on a la limite basse, et il faut trouver la limite haute. Pour trouver la limite haute, il faut partir du fait que le balai ici, il va faire un débattement qui nous est donné par cette valeur-là, par le grand levier, parce que c'est le grand levier qui commande ici ce débattement-là. Donc il faut tout simplement prendre son rapporteur et ici, à partir de là, il faut mesurer un angle de 82 degrés, ce qui fait qu'on arrive à peu près par là. Donc cet angle-là, il fait 82 degrés. Et une fois qu'on a fait ça, on peut prendre son compas pointé ici, et du coup, prendre la longueur ici, G min, H min. Avec son compas, on prend cette mesure-là, on pointe là, et on vient trouver où est-ce qu'on croise ici. Et du coup, ça nous donne le point H max. Et de cette manière-là, on sait que le balai, il va être positionné ici. Et du coup, on nous demande de dessiner tout ça en bleu. Donc mon balai,
il est ici. Ça, c'est la position finale. Ça, c'est la position initiale. Et entre les deux, eh bien, il va suivre cette trajectoire-là. Voilà, et puis pareil ici. Voilà, donc il faut retracer tout ça en bleu. Et ça nous permet de délimiter une première zone. Première zone par le premier balai. Voilà, et du coup, eh bien, on voit que la zone A, elle est complètement couverte. Ensuite, à la question 9, on nous demande de tracer les points F, I et J qui correspondent aux positions intermédiaires des points E. Donc en fait, le truc, c'est que ici, on a la trajectoire du point E. Donc le point E, il est ici. Et donc il tourne par rapport au pivot E3, au centre E3. Donc on a un cercle. Et on nous a donné les différentes positions intermédiaires E1, qui est ici. Là j'ai E1. E2, qui est ici. E min, qui est ici. Et Emax, qui est ici. Et l'objectif ici, eh bien, c'est de trouver les positions intermédiaires des points F, parce que lorsque le point E va effectuer une rotation ici, eh bien le point F qui à la base est positionné ici, il va également effectuer un mouvement. Alors pas une rotation, mais en tout cas il va effectuer un mouvement. Et du coup on aimerait trouver les différentes positions intermédiaires de ces points lorsque le point E suit le mouvement de rotation ici. Donc pour ça, il faut prendre son compas, encore une fois, et venir pointer sur les différents points E. Donc si je prends mon compas et que je pointe sur E min ici, si je pointe sur E min et que je prends la distance ici avec mon compas, donc je prends cette distance-là, et bien en fait ici, je vais passer par le point F min. Et du coup, après, une fois que j'ai pris cette distance-là, eh bien je vais venir positionner mon compas ici. Je garde la distance que j'ai ici, et je vais venir faire un arc de cercle, et ça va me permettre de trouver une première approximation où devrait être placé le point F1. Et donc il devrait être normalement à peu près sur cette trajectoire-là. Donc ça c'est la première approximation, et pour avoir le deuxième emplacement, eh bien il faut juste considérer que le point F qui est ici, il a un mouvement de rotation autour de O4 ici. Donc pareil, il faut prendre son compas, prendre la distance au F ici, et du coup venir couper ce premier arc de cercle là. Et si on coupe, on obtient ici notre position F1. Ça c'est la première position F1. Ensuite, pour faire la seconde position F2, c'est exactement le même procédé. Je reprends mon compas, je prends cette distance-là. Cette fois-ci, je vais pointer sur E2. Je vais venir chercher un premier arc de cercle. Ensuite, je reprends la distance O4F ici, là, O4F min. Je repointe sur O4 et je refais un coup de compas. Et comme ça, je vais venir pointer. Et là, je vais trouver ma position F2. Et puis pour trouver la position Fmax, même système, je reprends le compas. Cette fois-ci, je viens pointer sur... Donc je prends cette longueur-là, je viens pointer sur Emax. Je viens faire un premier arc de cercle. Je reprends mon compas, je prends la distance O4 F min ici, et je fais un deuxième arc de cercle, hop, et normalement on pointe par là. Donc je vais les redessiner, mais normalement vous trouvez que, je vais effacer et redessiner la position des points, normalement vous trouvez les points qui sont placés comme ça. Donc on a le point F1 qui est à peu près ici, ça c'est F1. Ensuite on a le point F2 qui est un petit peu plus haut ici. Et on a le point Fmax qui est en bas, qui est par là. Voilà.
Et c'est à partir de ces points Fmax, enfin de ces points F1, F2, Fmax et Fmin qui nous étaient donnés, qu'on va pouvoir trouver les différents points du I et les différents points J. Et ça, c'est ce qui est demandé. Donc là, on a répondu à la question 9 et c'est ce qui est demandé à la question 10. Donc pour répondre à la question 10, il faut venir pointer son compas sur les différents points intermédiaires F qu'on a trouvés, donc F1, F2 et Fmax. Donc le point F1, il est là. Ici, je vais prendre la distance Imin jusqu'à Imin avec le compas. Une fois que j'ai fait ça, je vais tracer un premier arc de cercle. Et puis, pour avoir l'autre point, eh bien, ce que je vais faire, je sais que... Alors, comment j'avais fait ça? Il faut partir de Emin cette fois-ci. Pointer sur Emin, prendre la distance Imin-Emin. Et cette distance-là, elle est constante. Elle ne change pas. Et donc là, de cette manière-là, on va revenir pointer, hop. Et du coup, on va trouver ici le premier point qui correspond à la position F1 et E1. Ensuite, on fait la même chose, on se met sur la position F2, on prend la distance entre le point qui est F max ici, non le F min pardon, ici et le I min ici. On se pointe sur F2, on fait un arc de cercle. Ensuite, on vient se positionner sur le point E2 qui est ici. On prend la distance I min E2 et on fait un second arc de cercle. Et on va trouver, normalement il est un petit peu plus à droite par là, on va trouver notre point E2. Et puis pour le dernier point, le point Imax, eh bien on vient se positionner sur Fmax, qui est ici. On prend la distance, c'est quelle distance déjà? On prend la distance, oui, entre le point Fmin ici et Imin, donc cette distance-là. On vient pointer sur Fmax et on vient tracer notre arc de cercle. Et puis ensuite, pareil, on revient sur le point E max, du coup, qui est ici. On prend la distance E min, I min, et on fait notre deuxième tracé, et on trouve notre point I max. Et du coup, ça nous donne l'allure de la trajectoire suivie par le point I. Donc la trajectoire suivie par le point I, elle est à peu près comme ça, puis elle rejoint le point I min ici. Voilà, après le truc c'est, il faudra savoir quand est-ce qu'on s'arrête encore une fois. Pour avoir la position, l'évolution de la position du point J, eh bien, il faut tout simplement prendre son compas, pointer sur I min et prendre la distance jusqu'à J min ici. Et puis après, on vient se repositionner sur les différents points. Donc, je viens me positionner sur I1, je fais un premier arc de cercle. Je viens me positionner sur I2, je fais un deuxième arc de cercle. Je viens me positionner sur I max, je fais un troisième arc de cercle. Alors, normalement, on arrive un peu plus haut. Voilà. Et donc, ça veut dire que toutes ces distances-là, c'est les distances du balai. Et après, il suffit de prendre une autre distance qui ne change pas. Donc l'autre distance qui ne vont pas changer, bah, c'est depuis le point F par exemple. Donc je viens de pointer sur F max, je prends la distance F max J min. Donc je pointe sur F max, j'ai cette distance-là. Ensuite, je viens me pointer sur F1 ici. Et je retrace, j'ai l'autre point. Après, je viens pointer sur F2, je retrace, j'ai l'autre point. Et ensuite, je viens pointer sur... alors, c'était sur F min au début et sur F max le dernier. Et je trace, hop, et je vais avoir le dernier point. Donc là, je vais trouver, ça c'était J1, ça c'est J2, ça c'est J max. Et du coup, je peux en conclure que mon balai va s'arrêter ici. Entre les deux points max, entre les points I max et J max. Et les points intermédiaires me permettent de tracer la trajectoire du balai, comme ça. Et du coup, de cette manière-là, je peux recouvrir toute la zone. Je peux visualiser la zone qui est recouverte par le balai.
Et puis pour terminer, dans la question 11, eh bien, on nous demandait d'utiliser ces résultats pour vérifier si la norme était bien remplie. Et si vous regardez le sujet, dans les normes, on vous dit que le champ de l'essuie-glace doit représenter au moins 98% de la zone de vision A. Donc là, on est carrément, on est bon parce qu'on remplit 100% de la zone de vision A. Et ensuite, on nous dit que la zone B, donc la zone qui est délimitée ici, doit être remplie à 80%. Alors, normalement, là, normalement, ça monte un petit peu plus haut ici. On est à peu près plus comme ça, si vous faites les choses bien. Sinon, si vous regardez corriger, mais ça monte un petit peu plus. Euh, donc là, on remplit le cahier des charges parce qu'on est bien, on a bien délimité parce que 80% ça représenterait tout ça, mais on coupe un petit peu ici. Donc il y a cette zone-là, ici, qui a priori n'est pas prise, qui n'est pas remplie. Toute cette zone-là. Je vais refaire un truc un peu plus propre quand même. Hop, voilà. Donc ma zone verte. Ma zone verte, elle coupe à peu près là. Je me suis trompé de couleur. Voilà. Elle coupe à peu près là. On a un truc qui ressemble à ça. Et du coup, on a un petit morceau ici des 80%, cette partie-là qui n'est pas prise en compte, mais étant donné que tout ça c'est pris en compte, ça va venir combler ce qui n'a pas été pris en compte ici en fait. Et puis tout le reste ici, pareil, c'est pris en compte. Donc là, le cahier des charges, on peut dire qu'il est bien rempli. Dans la dernière partie du sujet, on nous explique que le moteur qui entraîne notre bras, notre balai d'essuie-glace, est constitué de deux enroulements et que du coup, on a deux vitesses. Si l'interrupteur ici est connecté sur cette borne-là, eh bien, le moteur va être alimenté sur le premier enroulement et du coup il aura une certaine vitesse, la petite vitesse en l'occurrence, et si notre interrupteur est connecté ici, eh bien il va être alimenté sur un deuxième enroulement et donc la vitesse sera plus grande. Et ce moteur tourne à une certaine vitesse, il est suivi d'un réducteur, donc d'un motoréducteur, et du coup c'est cette vitesse-là de sortie ici qui attaque le, euh, le levier qu'on a étudié précédemment, donc l'ensemble qui va guider notre balai. Et on nous précise que la vitesse, par la suite, dans le sujet, on nous dit que la vitesse est de 55 tours par minute. Voilà, et puis on nous demande, l'objectif après, c'est de déterminer la vitesse de glissement de l'essuie-glace afin de vérifier qu'elle ne dépasse pas la norme de 400 mm par seconde. On est donc dans cette situation-là, et on nous demande dans la question 12, ici, de déterminer et de tracer sur ce document réponse le vecteur vitesse VE de 12 par rapport à 1. Alors, du coup, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au point E. Le point E ici va effectuer un mouvement de rotation par rapport au point O3. Et donc, on sait qu'il faut la rotation va créer un cercle comme ça. Et on sait que le vecteur vitesse va être tangent au cercle, c'est-à-dire orthogonal à la direction O3E. Et donc le vecteur vitesse, il va être porté par cette droite-là. Et ce fameux vecteur vitesse, il va donc aller comme ça, dans cette direction. Alors pour le tracer à l'échelle, eh bien, il faut déjà estimer sa longueur. On nous donne l'échelle ici du schéma qui est de 3,34. Donc c'est 1 pour 3,34. Et du coup, la première chose à faire, eh bien, c'est de trouver la norme de de ce vecteur vitesse ici. Et donc pour faire ça, il suffit d'utiliser la relation V égale oméga R. Donc on sait que la vitesse, la norme de la vitesse au point E de 12 par rapport à 1, c'est la vitesse de rotation autour du point O3 ici, donc oméga de 12 par rapport à 1, multiplié par la longueur ici,
O3E. Oméga de 12 par rapport à 1, on le connaît, il suffit de convertir la vitesse ici exprimée en tours par minute, il faut la convertir en radians par seconde. Donc ça va nous faire 55 fois 2pi divisé par 60. Ensuite, il faut multiplier par la longueur O3E. Alors si vous mesurez à la règle la longueur O3E, on trouve 1,5 cm. Donc 1,5 cm, ça nous fait du 0,015 m et il faut multiplier par l'échelle qui est de 3,34. Et si on fait ce calcul, on trouve 0,3 m par seconde. Ensuite, du coup, il faut choisir une échelle. Donc, on peut prendre par exemple 1 cm pour 0,1 m par seconde. Et du coup, tracer ce vecteur-là avec cette échelle-là, donc de 3 cm. Et donc ça nous donne VE de 12 par rapport à 1. Voilà. Donc en utilisant l'échelle de 1 cm pour 0,1 m par seconde, on peut tracer ce vecteur-là. Ensuite, on nous demande de justifier cette égalité-là. Alors, là, il suffit de dire que la vitesse du point E qui appartient au solide 16 par rapport au solide 1, avec la composition des vitesses, je peux dire que c'est la vitesse du solide E appartenant au solide 16 par rapport au solide 12, plus la vitesse appartenant au point E du solide 12 par rapport au solide 1. Et le truc, c'est que le point E qui est ici est un point coïncident avec le solide 12 et avec le solide 16 qui est ici. Et donc ça veut dire que la vitesse relative de 16 par rapport à 12 est égale à 0. Et donc on a bien la relation VE de 16 par rapport à 1 est égal à VE de 12 par rapport à 1. Ensuite, on nous demande de déterminer la direction de VF de 15 par rapport à 1. Donc c'est la direction du point F appartenant au solide 15, c'est-à-dire à ce bras-là, par rapport à 1. Donc là, en fait, on va encore avoir un mouvement de rotation de centre O4 et de rayon O4F. Et donc, le vecteur vitesse va être tangent à la trajectoire, c'est-à-dire orthogonal ici à cette direction-là. Donc là, je peux tracer mon support de vecteur vitesse qui va être ici. Donc là, ma direction elle va être sur cette ligne-là et le sens il va aller vers le haut, dans le même sens que le 12 par rapport à 1. Et ensuite, on me demande de justifier l'égalité VF de 15 par rapport à 1 égale VF de 16 par rapport à 1. Alors, il suffit de dire que VF de 16 par rapport à 1, c'est égal à VF de 16 par rapport à 15, plus VF de 15 par rapport à 1. Et encore une fois, le point F est un point coïncident entre le solide 15 et 16, donc la vitesse relative de 16 par rapport à 1 est nulle, et donc on obtient notre égalité. Ensuite, on nous demande de déterminer le centre instantané de rotation du mouvement de 16 par rapport à 1. Et bien du coup, comme on sait que notre vecteur vitesse du point F appartenant à 15 par rapport à 1 est comme ça, alors je trace pas l'échelle, hein, mais en tout cas je sais qu'il est comme ça. Donc ça serait VF appartenant au solide 15 par rapport à 1, et c'est la même chose VF appartenant au solide alors ça c'est le solide 15 par rapport à 1, et c'est la même chose que 16 par rapport à 1, oui, donc je peux mettre 15 par rapport à 1 ici par exemple. Et c'est aussi la vitesse, c'est la même chose que la vitesse 12 par rapport à 1 aussi. Et du coup, pour avoir le centre instantané de rotation, donc là j'ai le point F ici et le point E ici qui appartiennent tous les deux au solide 16. Donc en fait,
15 par rapport à 1, c'est pareil que 16 par rapport à 1. Et 12 par rapport à 1, c'est pareil que 16 par rapport à 1 ici. Donc du coup, en fait, j'ai deux points E et F dont les vitesses appartiennent au même solide. Et en utilisant la propriété du centre instantané de rotation, eh bien, je peux me débrouiller pour trouver ce fameux centre instantané de rotation. Et donc pour faire cela, il suffit de tracer les perpendiculaires, les, les- les perpendiculaires à ces deux vecteurs vitesse. Donc du coup, le premier, il est là. Le deuxième, il est là. Voilà. Et du coup, mon centre instantané de rotation, alors peut-être vous tombez peut-être ici, hein. Là, sur l'ordinateur, je tombe là, mais peut-être il faudrait plus tomber dans cette zone-là, plus proche du point G, je crois qu'on tombe peut-être plus proche, je pense. Mais voilà, la technique pour le trouver, c'est celui-ci. Et du coup, je vais quand même effacer ça, voilà. Du coup, j'ai mon centre instantané de rotation. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir déterminer euh, la vitesse finale de VJ parce que connaissant mon centre instantané de rotation, je peux déterminer déjà ce qui m'était demandé, la direction de VJ parce que je sais que VJ du coup, il va être comme ça. Voilà. Là, j'ai une perpendiculaire. Je suis orthogonal à la direction IJ ici. Et du coup, en fait, si je veux calculer, ensuite pour la question 17, si je veux calculer la norme de cette vitesse-là, c'est-à-dire de la vitesse VJ de 16 par rapport à 1, eh bien, je peux utiliser les relations du centre instantané de rotation qui me disent que VJ de 16 par rapport à 1, donc la norme de VJ de 16 par rapport à 1 divisé par la longueur IJ, c'est égal à la norme de VF de 16 par rapport à 1 divisé par la longueur IF, et c'est égal également à la norme de la vitesse du point E de 16 par rapport à 1 divisé par la longueur IE ici. Du coup, ce que je vais utiliser, c'est cette relation-là. Et donc, je peux en déduire que VJ de 16 par rapport à 1, donc la norme du vecteur vitesse VJ de 16 par rapport à 1, est égale à IJ divisé par IE multiplié par la norme de VE de 16 par rapport à 1. Cette vitesse-là, je la connais, on l'a calculée au début, elle vaut 0,3 mètres par seconde. IJ et IE, je peux les mesurer sur le schéma et utiliser l'échelle pour trouver leur valeur. Et si vous faites ça, vous trouvez que IJ est égal à 14 cm. Donc là, on a 14 cm. Donc il faut multiplier par donc 14 cm. Ça permet de trouver IJ qui est égal du coup à 0,14 multiplié par l'échelle, c'est-à-dire 3,34. Et IE, donc là on trouve 0,047 mètres, 4,7 cm. Et IE, si on le mesure, on trouve 2,2 cm. Du coup, à partir de là, on peut trouver la longueur IE, qui est égale à 2,2 fois l'échelle, enfin 0, il faut que je me mette en mètres, pardon, hop, donc 2,2 cm, c'est-à-dire 0,022 fois l'échelle qui vaut 3,34. Et ça nous fait 0,073, c'est-à-dire 7,3 cm. Voilà, et du coup, si vous faites
4,7 cm, c'est-à-dire 0,047 divisé par 0,073 multiplié par 0,3, on trouve 0,19. Et l'unité, c'est donc des mètres par seconde. Et donc, cahier des charges, on nous disait qu'il faut que ça soit inférieur à 40 cm par seconde. Donc là, on est à 19 cm par seconde. Donc ça veut dire que le cahier des charges, il est correctement respecté ici.